Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet. En fait, pourquoi j'ai choisi le sujet? C'est parce que vous allez développer pendant ce week-end des applications. Et il y a une chose qu'on aimerait prendre en compte tout le temps, mais qui est rarement prise en compte, c'est finalement l'usage. Alors, on en parle beaucoup, mais l'usage dans la santé passe souvent au second plan. Et je vais vous montrer pourquoi et comment y remédier. Juste pour vous donner un background là-dessus, on s'est ciblé sur l'usage chez Calmiga dès le départ. Et ça nous a permis d'avoir des taux de croissance récemment extrêmement élevés. Et je reviens à ce que disait Julien Delpech tout à l'heure sur la crise. Nous, on connaît une crise de croissance en ce moment. C'est extrêmement dur. Et je pèse mes mots. L'ambiance dans l'équipe est très, très tendue. On a fait x4 l'année dernière. Je parle de millions d'euros. Et aujourd'hui, on a déjà atteint le chiffre d'affaires de l'année dernière. Voilà, donc on recrute à tour de bras, voilà, sur la France entière d'ailleurs, hein, on ne se cible pas uniquement sur notre région qui est Paris. Alors, la e-santé, en fait, elle arrive dans un système de santé qui est sous extrêmement forte pression. D'un côté, on a une pénurie d'infirmières, de moins en moins d'infirmières veulent venir à l'hôpital, veulent travailler, et de l'autre côté, on a un développement très fort des maladies chroniques. Donc, on a un effet de ciseau extrêmement violent dans les hôpitaux qui fait que le système de soins est soumis à très forte pression et la conséquence, c'est ce qu'on appelle des déprogrammations, c'est-à-dire des reports, des délais, des attentes. La e-santé, quand elle arrive sur ce sujet, eh bien, elle doit répondre justement à cette problématique. Et donc, pour être capable d'apporter quelque chose, elle doit être efficiente. Efficiente, ça veut dire qu'elle doit être efficace et pas consommer trop de ressources. Mais un point encore plus important, c'est qu'elle doit être accessible à tous, aussi bien tous les patients que tous les professionnels. Et ça, quand vous allez faire vos solutions, gardez-le en mémoire. Vous ne pouvez pas proposer un nouveau processus, une nouvelle façon de travailler pour 20 ou 30% des patients ou des professionnels. Sur le papier, on va se dire, bah oui, c'est bien, on économise 30%, on économise 20%. Dans la pratique, ça ne se fait pas, vous ne passez pas la barrière du change management, parce que ça veut dire que vous passez de un processus à 2 processus. Et donc, vous avez multiplié par 2 la complexité. Donc, au lieu d'avoir économisé 30%, vous avez fait 100% de complexité en plus. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça ? Tout d'abord, on a des moyens. Le gouvernement s'est jeté dans la e-santé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a légiféré sur la téléconsultation, sur la télésurveillance. Il a créé des outils comme Mon Espace Santé. Il a mis à disposition des entrepôts de données comme le Health Data Hub. Il a mis à disposition des endroits pour que les startups puissent grandir, comme Paris Santé Campus. Et il a débloqué beaucoup d'argent. Donc tout ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on a les moyens. Donc ça veut dire que dans le panel de croissance, si on regarde d'un point de vue macroéconomique, hein, il y a 2 facteurs pour produire. Il faut le capital et l'humain. Le capital, au sens large, des moyens de production, on les a. Donc ce qui va manquer maintenant, c'est le capital humain. Et c'est ce à quoi vous serez confronté si vous avez un taux de croissance qui commence à être important. Et d'ailleurs, c'est ce que disent la majorité des startups. Et je suis sûr que ceux qui viennent de présenter juste avant moi sont confrontés aussi à cette problématique. Sur la télésurveillance, pour prendre un sujet que je connais bien, on a légiféré, c'est-à-dire qu'on a allé même plus loin. On a fait passer cette pratique dans le remboursement, en ce qu'on appelle en droit commun. Donc c'est remboursé par l'assurance maladie. Donc ça veut dire que vous donnez encore plus un coup de booster sur un sujet. Comme l'a rappelé tout à l'heure Julien, la e-santé, en fait, elle est passée en mode pré-Covid d'une menace, c'est-à-dire la e-santé, ça va me prendre mon job, ça va changer mon job et ça va être moins intéressant, vu du côté des professionnels de santé notamment, à une opportunité. C'est-à-dire, on ne peut pas faire sans, et d'ailleurs, si on ne l'a pas, on ne peut plus travailler. C'est vraiment devenu un outil. Là, je vous ai mis la courbe de la téléconsultation avant, pendant et après. Et vous voyez qu'il y a un grand pic. Alors, ceux qui veulent voir le verre à moitié vide disent « Ah ouais, c'était juste un pic, c'est redescendu ». Ceux qui veulent voir le verre à moitié plein voient que le point d'arrivée est bien supérieur et infiniment supérieur, parce qu'avant c'était quasiment 0, au point de départ. Et ça, c'est un point important. Ça veut dire qu'on a créé de l'usage, la téléconsultation est passée dans les usages et elle est maintenant de nouveau en croissance. Je dis de nouveau parce qu'elle a baissé et maintenant elle reprend.
Mais pourquoi est-ce qu'on a eu cette problématique? Qu'est-ce qui pèse dans la e-santé, dans toutes les solutions que vous allez développer? En fait, il faut savoir que la santé en général a été vue d'un côté très médical. Le médecin, il est habitué à faire des études, des diagnostics complexes, à raisonner sur des sujets peu simples, avec beaucoup de variables. Donc un logiciel, une solution compliquée, c'est naturel pour lui. C'est-à-dire avoir une solution dans laquelle il faut faire 40 clics au lieu de 1 parce que l'interface est mal conçue, ou il faut télécharger des choses, rentrer des codes, etc., etc. Tout ça, finalement, on dit oui, c'est de la complexité, c'est un autre type de complexité, mais c'est acceptable. Mais ça, c'est oublier les utilisateurs finaux réels. Souvent, les usages que vous allez concevoir vont être pour des infirmières et des patients. Et eux, ils veulent des outils simples. Quand Apple a lancé un téléphone sans boutons, alors qu'on était tous, au moins au niveau management, sur des BlackBerry avec des boutons, tout le monde s'est dit, enfin, c'est idiot, on a besoin de boutons pour taper les mails. Tout le monde, si on avait dit, ben, on va vous faire un téléphone sans boutons, tout le monde se serait dit, bah non, je ne vais pas prendre un téléphone sans boutons. Et pourtant, c'est l'usage qui a gagné, parce qu'un téléphone sans boutons, c'est beaucoup plus simple qu'un téléphone avec plein de boutons. Et ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que simplifier pour faciliter l'usage, c'est la réflexion que vous allez devoir avoir. Quand notre product owner nous présente des produits, nous présente des nouvelles maquettes, j'enlève entre 60 et 80% des fonctionnalités et du texte. Moins on en dit, plus on en dit. On fait de la télésurveillance, on a des algorithmes, on descend des arbres décisionnels. Là, on fait valider en interne tous les arbres décisionnels. Sur ces arbres décisionnels, j'enlève 30% du texte. Du texte avec plein de scories verbales sur « il est important de »,« faites absolument »,« veuillez s'il vous plaît », etc. Vous êtes convoqué au CHU de Strasbourg en chirurgie ambulatoire à tel endroit du CHU. Et ça, vous ne vous en rendez pas compte, ça nuit extrêmement à l'usage et à l'usabilité finalement. Donc faites bien attention à qui est votre cible. Et même pour les médecins, un logiciel simple est beaucoup plus efficace. Pour vous convaincre, si vous n'êtes toujours pas convaincu, pensez au temps de formation. Si vous voulez faire gagner du temps à un professionnel, n'exigez pas de lui qu'il se forme pendant des heures, voire des jours. J'ai vu certains de nos concurrents qui proposaient des sessions de formation de plusieurs jours. L'un même avait dit « on va vous proposer une tour de contrôle ». Et je me rappelle une infirmière qui avait dit « mais on est contrôleur aérien maintenant alors ?» Voilà, proposez des choses simples. Plus vous arriverez à limiter la formation, plus votre solution sera utilisée. Le temps de formation maximal que vous pouvez proposer à une infirmière, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 1 heure. Pour un patient, c'est 5 minutes maximum. L'idéal, c'est 0. Nous, on est à 20 minutes et 0 minutes pour le patient. Et ça se conçoit. Et donc, quand vous faites de l'UX, pensez à ça. 2 clics au lieu de 1, ce n'est pas juste un clic de plus, c'est 100% en plus. Et ça, j'ai souvent cette discussion en interne. Alors, je vais vous prendre notre exemple. On fait, nous, un système de télésurveillance. On a suivi 12 millions de patients. On utilise le SMS en première intention. Au pic de la crise Covid, on fait tous les suivis pour l'assurance maladie pour le Covid. On fait tous les suivis de la PHP. On a le marché. Donc, on fait l'intégralité des suivis. On suivait 300 000 patients par jour. 300 000 patients par jour, c'est l'intégralité des patients européens. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? Eh bien, si vous prenez une chose toute simple, accessible à tout le monde, justement, vous prenez la courbe des utilisateurs, des possesseurs de téléphone. Vous voyez que vous avez une bonne nouvelle, tout le monde a un téléphone portable, 95%. Les 5% restants, c'est des personnes dépendantes qui ne vont pas posséder justement de téléphone ou qui ne vont pas être autonomes. À partir de là, vous dites, bah, tiens, toujours sur cette même étude, celle du Credoc, vous dites, bah, qui possède un smartphone? Alors, il y a quelques années, c'était encore plus bas, mais vous regardez cette courbe, il y a plusieurs façons de la lire. Soit vous vous dites, oh bah c'est super, entre 90 et 98% des gens ont des smartphones. Oui, mais où sont les patients? Les patients sont à droite de la courbe, pour la majorité d'entre eux. Sauf évidemment, si vous faites par exemple de la PMA, vous êtes beaucoup plus à gauche, c'est complètement différent, c'est un cas différent. Mais si vous êtes à droite, dans la majorité des cas, vous allez vous adresser non seulement à des personnes qui n'ont pas de smartphone, mais qui en plus ne savent pas les utiliser. L'illettrisme électronique est extrêmement développé. 12 millions de personnes en France ne savent pas faire des choses basiques sur Internet.
Comment ça s'illustre? Eh bien, si vous dites il faudra télécharger une app sur l'App Store, vous avez utilisé 3 mots que les gens ne comprennent absolument pas. Pensez par exemple à votre grand-mère ou votre grand-père. Hein, il a un smartphone, pourquoi? Parce qu'il est rentré dans une boutique, Orange, Free, et on lui a dit on va vous équiper d'un nouveau téléphone. Qu'est-ce que ça a de bien? Vous avez un appareil photo pour prendre des photos des petits-enfants. Donc ce qu'ils savent faire avec, c'est téléphoner, aller un petit peu sur Internet, prendre des photos et renvoyer des messages WhatsApp ou SMS. Mais si vous leur regardez les images, les icônes rouges, jaunes et bleues, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, pour eux, c'est totalement du chinois. Et ça, ce n'est pas forcément en faisant une enquête, c'est en regardant l'usage. Pensez-y bien, regardez qui est votre cible et faites en sorte, la meilleure solution, c'est que ce soit accessible à tout le monde, que tout le monde puisse l'utiliser sans se poser de questions. Alors, une autre raison de faire accessible à tous, si vous regardez les applications de télésurveillance, il y en a à peu près 200 en France. Je les ai mis en tout petit. L'idée, ce n'est pas de regarder chacune des sociétés. Mais il y a pléthore de solutions. L'e-santé est en pleine explosion. Ce qui différencie toutes ces sociétés, toutes ces solutions, ce qui les met en 2 groupes, il y a celles qui pensent à leurs utilisateurs et celles qui sont conçues comme des solutions technologiques pour des personnes qui veulent des solutions technologiques. Et celles-là, quel que soit les fonds qu'on mettra dedans, elles ne seront pas des startups gagnantes au niveau européen. Oui, elles vont vivre en France, elles seront subventionnées, elles vont se développer, mais elles n'auront pas la croissance explosive qu'il faut pour faire un leader. Faire un leader, ce n'est pas 20% ou 50% de croissance par an. Une startup qui croît à 50% de croissance par an, elle est quasiment vouée à la mort. C'est minimum 100%. Dans le meilleur des cas, il faut arriver à faire x2, x3, x4. Alors, est-ce qu'on peut passer une petite vidéo? Je vais vous montrer une illustration de pourquoi l'accessibilité est très importante. Alors, je ne sais pas si je dois faire quelque chose. Non, j'ai envoyé la vidéo à part. J'ai l'habitude de Microsoft, donc ça marche une fois sur 2. Donc je me suis dit, je sépare les deux. On a migré de Dropbox à un petit interlude, de Dropbox à OneDrive. L'informaticien d'équipe était hyper content, c'était plus simple pour lui. Le management a perdu 3 jours à configurer. Pour lui, c'est un succès. Microsoft a oublié qu'ils avaient des utilisateurs. Ils pensent qu'ils n'ont que des garagistes. Oui, on va la passer après, aucun problème. Alors, pour faire gagner, par exemple, du temps aux soignants, ce qu'il faut, c'est identifier. On ne demande pas remplacer à 100% les soignants. Et ça, c'est extrêmement important. Il faut identifier ceux qui requièrent son attention, dans tous les cas. Et ça, c'est très important. L'idée, ce n'est pas de totalement enlever l'humain. Garder 10% d'humain, c'est extrêmement bien. Pour ceux qui ont besoin d'humain, et pour ceux qui n'en ont pas besoin et qui veulent que ça aille vite. Donc quand vous allez concevoir vos solutions, n'essayez pas d'atteindre le 100%. Si vous allez de 90 à 100%, ça demande un effort et une complexité démesurée. Aller de 0 à 90%, c'est largement suffisant et ça vous permet de concevoir des solutions simples et extrêmement efficaces. Si je parle de télésurveillance, comme de tous les sujets, je parle de celui que je connais bien. L'idée, c'est de combiner les outils, c'est-à-dire un one size fits all, ça n'existe pas, où on arrive aussi dans des complexités très fortes. Pourquoi est-ce qu'il faut combiner? Eh bien, parce que pour faire des choses simples et accessibles, il faut arriver à faire des choses qui ne vont s'adresser, par exemple, qu'à une catégorie. Et se dire, par défaut, je passe sur quelque chose d'extrêmement simple. Notre cas, c'est le SMS. On a un taux de réponse à peu près 95% et on l'applique dans à peu près 90% des situations. Si on a besoin de plus complexe, on passe sur d'autres outils. Et ça, quand vous allez les concevoir ce week-end, pensez à l'usage minimal. Et quand vous faites votre MVP, pensez aussi au MVP d'usage. Dites-vous, dans tel cas, je n'ai besoin que de ça, donc je ne rajoute pas une complexité pour tout le monde, alors que j'en ai besoin que pour 10% des cas. Et souvent, on oublie et on fait une solution qui va s'adresser à tout le monde, mais qui pollue, qui dégrade l'usabilité pour la majorité de vos utilisateurs. Alors, on va faire est-ce qu'ils ont la possibilité de répondre là? Je vais faire poser quelques devinettes.
Ouais? Non, je ne vais pas envoyer les questions avant. On va faire à main levée. Alors, le taux d'usage des web apps. Alors, des web apps dans la santé. Qui pense... Alors, on va faire 3 catégories. Qui pense que c'est au-dessus de 75%? Une. Levez bien haut la main. OK. Qui pense que c'est entre 50 et 75? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes. Qui pense que c'est entre 25 et 50? Ouais, 5, 10, 15, 20, 25. Qui pense que c'est en dessous de 25? 10, 15, 20, 25, 30. Un petit peu moins. La réponse est entre 20 et 30%. Vous avez à peu près, vous subodoriez, c'est la réalité. Je vais vous donner le chiffre. Quand on fait le suivi des Covid, on propose aux personnes, plutôt que de passer par SMS, de passer par une web app. Pourquoi? Parce que ça permet d'économiser. Quand vous envoyez des millions de SMS, les SMS ne sont pas gratuits. On a un taux d'usage d'environ 22%. Je vous dis environ, c'est donc de 22%. Le taux de réponse aux SMS, donc ceux qui n'étaient pas endormis, qui n'étaient pas sur smartphone ou téléphone, devraient savoir. Alors, on va faire dans l'autre sens. Qui pense que c'est supérieur à 75%? 5, 10, 15. Qui pense que c'est entre 50 et 75? 5, 10, 15, la même chose. Qui pense que c'est entre 25 et 50? 2, 3, 4, 5. Qui pense que c'est inférieur à 25? OK. Vous subodorez bien, vous avez bien écouté. Le taux de réponse est entre 90 et 97%. 90%, ça va être dans des cas où le patient n'est pas bien alerté et sur des pathologies pas importantes. 95%, c'est la moyenne. 97%, ça va être la pédiatrie. 99%, l'oncologie. Je ne mets pas 99 parce que souvent, ça laisse incrédule les personnes. Mais c'est la réalité. Quel est, d'après vous, un délai de réponse, le délai de réponse médian? La médiane étant le temps au bout duquel la moitié des patients a répondu. Tout ça, ce sont des chiffres réels pour vous faire sentir un peu l'impact de l'usage. Qui pense que c'est supérieur à 24 heures? OK, personne. Qui pense que c'est supérieur, on va dire, à 1 heure? 5, 10, 15, 20. OK. Qui pense que c'est entre 30 minutes et 1 heure? 5, 10, 15, un petit peu. Qui pense que c'est inférieur à 30 minutes? 10, 5, 10, 15, à peu près. Donc, vous êtes équirépartis entre moins de 30, 31 heures et plus d'1 heure. La réponse est 5 minutes. Alors, si vous envoyez les messages à 10 heures, à 10 heures et 5 minutes, la moitié des patients a répondu. Question bonus, qui n'est pas là, mais elle est importante. Qui pense que ce sont les patients qui vont bien qui répondent en premier? Il y a les patients c'est binaire, hein, patients qui vont bien ou pas bien, il n'y a pas autre chose. Donc les patients qui vont bien, qui répondent en premier, qui pense ça? OK, on a à peu près un tiers de la salle. Qui pense que ce sont les patients qui ne vont pas bien? OK, les 2 tiers. Vous avez raison. Ce sont les patients qui ne vont pas bien, parce qu'ils attendent avec impatience qu'on leur donne, qu'on les contacte. Ça a un impact très fort. Ça veut dire quoi? Si vous envoyez vos questions à 10 heures, à 10 heures et 5 minutes, vous avez la moitié des patients qui a répondu, mais quasiment tous les patients qui ont besoin d'aide. Donc ça veut dire qu'à 10h15, vous pouvez les appeler et régler le problème. Alors qu'avant, quand vous aviez 100% des patients à rappeler, eh bien, ces patients-là pouvaient être appelés en fin de poste, vers 16h ou 17h. Et du coup, vous avez une augmentation substantielle de la satisfaction. Et c'est la raison pour laquelle on a observé, nous, quand on a commencé, une augmentation, une amélioration de la satisfaction, alors qu'on ne s'y attendait pas. Donc, deuxième outil d'usage, faites en sorte que la réponse soit simple et qu'elle puisse être rapide. Plus le feedback est rapide, plus c'est efficace. Alors, je vais vous donner la réponse là-dessus. Souvent, on nous dit « ouais, non, mais le SMS, c'est parce que vous le proposez, c'est sûr, les gens ils vont l'utiliser, c'est facile ».
Si vous faites une enquête sur le média préféré, c'est une enquête qui a été faite par un hôpital sur une dizaine de services, en proposant aux patients, est-ce que vous préférez recevoir qu'on communique avec vous par courrier, téléphone, Internet, smartphone, app ou SMS, quel est votre choix? Que préférez-vous? Alors, je vais vous poser deux questions. Qui pense que c'est par SMS? Ok, les deux tiers de la salle. Qui pense que c'est par téléphone? On a un tiers. Qui pense que c'est par, allez, on va prendre les deux, web ou web app ou application smartphone? Ok, on a 5 personnes. En fait, la réponse peut paraître contre-intuitive. Le SMS gagne à 91%. 91% des personnes qui n'étaient pas forcément préparées préfèrent ce mode d'interaction. Et ça, alors là, c'est dans notre cas, on parle d'hôpital, pensez-y. Ne pensez pas que parce qu'on peut utiliser, parce que vous êtes jeune, par exemple, on préfère avoir un moyen comme le web ou une app. Ça, c'est quel que soit l'âge du patient. Et ça, c'est très important. Il y a une fracture numérique principalement liée à l'âge. Donc on se dit, on va s'adresser aux vieux. Mais il n'y a pas que les vieux. Quand on dit à quelqu'un qui a 25 ans, 30 ans, quel moyen préférez-vous utiliser, ce n'est pas forcément ce qui est demandé. Et dernier point, si on regarde en dehors de la santé, les tendances sont les mêmes. Les tendances sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on revient de la simplicité. On arrête les choses compliquées, on arrête de demander de rentrer un mot de passe pour allumer la lumière des toilettes. Si on nous demandait ça, on ferait tous pipi dans le noir, quoi, en gros. Donc voilà, ne demandez pas, ne faites pas de la sécurité inutile, de la sécurité pour la sécurité. Placez le curseur au bon endroit. C'est pas binaire la sécurité, l'utilisabilité, ce sont des continuums. Pensez de 0 à 100. Si la réglementation, vous êtes en sécurité, vous demande d'être à 50, si votre stratégie c'est d'être à 100, très bien. Mais si votre stratégie, c'est d'être accessible à tous, soyez à 50 et mettez l'usabilité à 100. Merci beaucoup. Un grand merci Alexis. Alors la vidéo est disponible. Ah, très bien. Si la vidéo est disponible, Ouais. on vous propose de la découvrir. Elle dure 3 minutes, je crois, 2 minutes. Donc sans le son, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour rappel, en fait, c'est un reportage sur une personne de 92 ans, c'est ça, sur son usage du numérique dans le Puy-en-Velay. D'accord. 92 ans, c'est pas nous deux. C'est pas 92 ans, c'est pas nous deux, là. Non, à nous deux, non, je pense pas qu'on les fasse. C'est intéressant. Bon, les aléas du direct. Donc juste, j'ai une question quand même en attendant, puisqu'il nous reste quelques minutes avant qu'on solutionne le problème. Une question qui peut se poser notamment, c'est sur la question des protections de la donnée, enfin de la protection des données, je veux dire. Comment par SMS, comment est-ce que ça se passe du coup? Alors, merci de poser la question. La protection des données, c'est une chose sur laquelle on ne peut pas transiger. Donc ça fait partie sur 0 à 100, vous êtes à 50, on y est obligé. Donc évidemment, toutes les solutions, enfin, comme la nôtre, on est hébergé en hébergement de données de santé. Le SMS n'est pas moins sécurisé qu'un papier que vous donnez. Donc c'est-à-dire que ça va transférer sur un téléphone personnel. Toute la chaîne est sécurisée. Voilà, le SMS n'est pas chiffré, mais tout son processus l'est. Donc ça respecte ce qu'on appelle la PGSSIS, donc Politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé. Donc ça rentre pas dans le cadre de la loi RGPD? Si, ça rentre complètement dans le cadre de la loi RGPD, mais la PGSSIS est plus contraignante. Et alors j'avais une question où vous avez un peu répondu. Ouais. Petit souci de micro, merci. Vous avez un peu répondu justement, mais puisqu'elle est reposée, c'est justement la place de l'humain, parce que l'humain, le soignant, se trouve en fin de boucle à l'usage, mais où le situez-vous dans la boucle, dans le fonctionnement routinier de votre entreprise? C'est la question. Alors, je vais élargir merci pour la question. L'humain est très important, mais il y a deux choses dans l'humain. Il y a le fait de lui faire gagner réellement du temps, le fait de ne pas le mettre de côté. Moi, je suis issu d'un milieu agricole. On n'a jamais vu un tracteur aller planter du blé tout seul. On lui dit, c'est pas le tracteur même qui va décider où planter le blé. On va le conduire et après il fera tout le travail. L'humain doit rester dans la décision. Donc vous devez laisser choisir l'humain. Nous, il y a à peu près 10% de décisions qui sont importantes. Donc c'est exactement le ratio qu'on a. On économise 90% du temps et on le laisse sur les 10% de décisions.
Alors je vois que justement la vidéo est disponible cette fois avec le son et l'image, on pourrait se découvrir ça tout de suite. Présentateur Alors, muet. juste pour leur défense, en fait, la salle est toute neuve, les systèmes aussi, donc voilà, vous comprenez, une appropriation de la technologie, je pense que vous savez ce que c'est aussi parce que vous êtes dedans, donc on les pardonne et on va attendre que ça solutionne le problème. Eh ben, un grand merci en tout cas, en attendant Alexis pour cette présentation. N'hésitez pas à continuer à poser des questions effectivement sur Bicast. Alors juste avant qu'on diffuse... Voilà, c'est bon. Les hôpitaux restent en tension avec de nombreux malades du Covid dans leurs services. Ouais, c'était au moment du Pour Covid. tenter de faire baisser la pression, le centre hospitalier du Puy-en-Velay a peut-être trouvé une solution. Suivre certains à domicile. Ils sont une quinzaine de malades dans ce cas, équipés d'un oxymètre, un appareil qui mesure leur taux d'oxygène dans le sang, et d'un logiciel qui surveille leur état. Gérard Rivolier et Elodie Monnier. 2 fois par jour, Eliane mesure le taux d'oxygène dans le sang de sa mère de 94 ans, atteinte du Covid, avec un petit appareil, un oxymètre confié par son médecin traitant, par SMS. Ensuite, elle transmet le résultat et communique avec l'hôpital. Bonjour, je suis Carole, l'infirmière de l'hôpital Émile Roux du Puy-en-Velay. Je surveille vos réponses. Ce petit appareil, c'est vraiment une sécurité. Plutôt que d'être un peu dans l'angoisse de dire est-ce que je suis bien oxygénée, est-ce que je ne le suis pas, eh bien ça, c'est le petit appareil très simple d'utilisation qui va être rassurant pour tout le monde. Les messages arrivent ici, à la cellule Covid de l'hôpital. Des infirmières veillent sur les patients à distance grâce à un logiciel dédié. Si c'est un taux de saturation qui est inférieur à 92% et que ça les inquiète, nous on leur donne des conseils par téléphone. Soit d'appeler le médecin traitant, soit d'appeler le SAMU ici en fonction de comment ça se passe à la maison. Si c'est une seule fois, on ne s'inquiète pas forcément. Si c'est plusieurs fois consécutifs ou plusieurs fois dans la journée, effectivement ça peut entraîner des problèmes respiratoires à la maison, donc il vaut mieux qu'ils aient un avis médical dessus, quoi. Grâce à cette plateforme d'intelligence artificielle, déjà utilisée dans les hôpitaux français pour suivre d'autres maladies, une quinzaine de patients atteints de Covid sont surveillés à distance. Une façon de soulager l'hôpital du Puy-en-Velay à la limite de la saturation avec 120 patients Covid actuellement. On renvoie à domicile des personnes qui quand même garderont un lien avec l'hôpital. Donc ça sécurise énormément le patient à domicile. Et puis ça nous permet d'écourter de quelques heures, peut-être parfois 1 ou 2 jours, le séjour hospitalier pour permettre de prendre encore plus de patients Covid sur les lits qui sont ainsi libérés. L'hôpital du Puy a déjà acheté plusieurs centaines d'oxymètres pour cette expérimentation menée avec l'Ordre des médecins. Une expérimentation qui pourrait s'étendre à d'autres établissements hospitaliers de la région. Eh bien super, merci pour cette vidéo. Un grand merci encore à Alexis. Voilà, merci de l'applaudir bien fort.